T'as vu, y a Bernard Tapie qui est décédé là, c'est triste. Hein. Ce gars-là, il a écrit une biographie, je crois, ou pas, je me rappelle plus. Écoute, qu'est-ce que t'en penses si toi, en tant que personne normale, monsieur tout le monde, pourquoi on n'écrirait pas ta biographie? Oui, salut. Au fait, pour rejoindre à ce que tu m'as dit, ça me conforme absolument. Pourquoi? Parce que après mûrement réfléchi, j'ai décidé d'écrire ma biographie. Les raisons sont simples. C'est laisser une trace, partager, transmettre mon expérience, quelle qu'elle soit, douloureuse, forte, originale, joyeuse. Le but, c'est vraiment de transmettre aux gens, de faire comprendre aux gens s'ils veulent s'exprimer, plutôt que de se murer dans le silence. Aussi, je voulais transmettre un autre héritage à mes enfants plus tard, plutôt parlant, plutôt personnel. Voilà, j'ai décidé cela. Et quand on fait cette chose-là, on ne se pose pas de questions. On se dit pas, est-ce que ma vie est intéressante pour la raconter? Non, non, non. Voilà, je ressens le besoin et l'envie de le faire. Et donc, si tu veux, on va le faire. Ok, bon, bah écoute, je vais appeler l'équipe de tournage alors. Em toi, Americano, Mangini Reyo, Ailo Sono, Karaisu, Tantanu Bawanya, Gangavi Mafia, Litalau. Merci pour ta proposition, à laquelle, sans la moindre hésitation, j'ai accepté de suite. Et pourquoi? Tout simplement parce que je suis une personne anonyme, inconnue du peuple, du moins très peu connue, donc moins intéressante. De ce fait, mon but est de transmettre mes mémoires, relater des moments importants de ma vie, car détrompons-nous, les gens entre guillemets normaux ne sont pas moins intéressants que les gens célèbres. Chacun a vécu son lot d'épreuves, de rencontres, de péripéties, de succès et d'émotions. Toute vie est romanesque, qu'elle soit sous le feu des projecteurs ou dans l'ombre la plus discrète. Il s'agit donc pour moi de raconter les grands souvenirs, mais aussi les petites anecdotes qui font le croustillant de la vie, les petites histoires du quotidien, les odeurs, les voix, les sensations, les saveurs, tout ce qui donne les couleurs à l'existence. Peux-tu résumer ton enfance? Déjà, on constate ce qui se passe ici et ailleurs. La haine, les déchirements, la perte de vue ou l'éloignement, etc. entre membres de la famille. Je ne peux qu'être fier de mon enfance, malgré la rupture aussi de mes parents vers la fin de leur vie. Excuse-moi, je dis vers la fin de leur vie, important car on est composé quand même d'une famille nombreuse, de deux frères et 7 sœurs. Toujours là, toujours présents et plus que jamais très unis et très solidaires. Bref, d'une manière générale, j'ai retenu plus de bons souvenirs que du mauvais. Je pense que les parents ont un impact durable sur l'apprentissage des enfants. Ils jouent un rôle clé dans le soutien de leur éducation. Néanmoins, n'avoir pas trop profité d'être avec les parents, notre réussite familiale est due à notre cohésion, notre solidarité et notre harmonie fraternelle. Ah, ça me revient. Comme il s'agit de ma biographie et tu me poses la question sur mon enfance, je vais te raconter une anecdote. Au fait, j'avais subi un petit handicap de bégaiement
grosso modo, jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est marquant quand même, car c'était mon entrée en matière, comme on dit. C'est comme si j'étais bloqué. Je n'arrivais pas à m'exprimer, une forme de traumatisme à mots. Et le pire, comme on avait cette éducation ancestrale, d'être interdit de répondre aux aînés, or je me positionnais dans les derniers, cela n'a fait qu'empirer ma situation. Bref, le blocage total. Pour remédier à ce problème, je me suis reconstruit petit à petit et le hasard a fait que le fait de déguerpir en France, cela m'a obligé à m'envoler de mes propres ailes, c'est-à-dire d'apprendre à m'exprimer publiquement lors des manifestations diverses et variées telles que le mariage, deuil, réunions diverses, séminaires et d'ailleurs, c'est de là que venait mon goût à chanter devant le public. Peu importe le talent, hein, tout juste une forme de thérapie de pallier cet handicap, cette liberté d'expression. Comme tu constates, ça va beaucoup mieux depuis qu'on s'est connus, mais on apprend tous les jours sans fin. Peux-tu parler de tes relations avec tes enfants? T'es divorcé aussi. Oui, le seul divorcé de ma famille. Ceci n'est pas un tabou chez moi. L'exception ne fait pas la règle. Juste pour dire que le divorce est un échec pour le couple. Personne n'est gagnant, que chacun qui ait raison ou non, par exemple à 70% contre 30 ou 60 contre 40, c'est pas vrai. Le résultat final reste toujours à 50-50. Il ne faut pas oublier, il n'y a pas de gagnant. S'agissant de mon ex, tout se passe bien, le dialogue se passe très bien, et mes enfants, ça se passe à merveille. Ils sont adorables, beaux, respectueux, et surtout, Dieu merci, ils ont tous bien réussi dans leurs études. Tu sais, dans le contexte actuel, on se trouve tous éloignés les uns des autres. Mais malgré cet obstacle, c'est le dialogue, l'écoute, l'harmonie et la reconnaissance qui priment. Les nouvelles technologies, les réseaux sociaux permettent sans limite de communiquer. On n'a pas besoin de se voir tout le temps. C'est aussi un état d'esprit. Hein. Et comment ça se passe du côté professionnel? J'en ai déjà parlé lors des précédentes interviews. Pour moi, la réussite est considérée comme une victoire sociale. La carrière professionnelle est un marathon et non un sprint. Quel que soit notre âge, à la suite d'un long parcours, inévitablement, on se prépare à une transition saine dans la trajectoire de vie. Me concernant, l'objectif principal étant toujours de me projeter dans l'avenir, partager mon vécu et mes expériences, transmettre mon savoir-faire, avoir des projets en attente, des activités et des intérêts autres que mon métier initial, et de me trouver dans un milieu social au sein duquel je peux continuer à exercer mes capacités. À juste titre, je poursuis encore des cours de formation en ce moment. Attention quand même, hein. Tout cela jouit d'une bonne santé. Je croise mes doigts. De quoi es-tu le plus fier? De mes enfants. Malgré qu'on n'a pas vécu longtemps ensemble, hein, on est restés plus que jamais unis, solidaires et toujours à l'écoute. Quand ils étaient petits, j'ai toujours douté, me demandant si l'éducation que je leur donnais leur permettrait plus tard de devenir des adultes épanouis, bien dans leur peau, avec un métier qu'ils aimeraient et dont ils pourraient vivre décemment. Aujourd'hui, je pense, ils ont atteint ce but et je suis fier de voir ce qu'ils sont devenus. Vivement que cette crise sanitaire et sociale se termine, surtout pour notre jeunesse. Crois-tu toujours à l'amour? Pourquoi toujours? Ouh là là! Comme dirait l'autre, concernant l'amour, avant j'étais pratiquant et maintenant je suis croyant. Sérieusement, il faut toujours y croire. C'est le moteur, la source de la vie. T'étais un bon séducteur. Merci encore pour la précision TP. Il faut retourner 20 ans en arrière, je crois. Je ne pense pas l'être, tu sais, tout en restant modeste. Pour faire le lien, car comme tu sais bien, selon les circonstances, par exemple, entre amis ou famille, il m'arrive de chanter, mais sincèrement en vrai amateur. Hein. Le problème n'était pas là. Mais j'ai appris à travers les textes et les paroles qu'un séducteur reprend souvent le même discours
pour les femmes qu'il désire séduire. Il trouve toujours les compliments adéquats pour faire chavirer les cœurs. Il parvient facilement à définir ce qu'une femme a besoin d'entendre de la part d'un homme. Ça pourrait être quoi le couple idéal pour toi? Ah, là tu me poses une question assez embarrassante là, parce que je ne suis pas un spécialiste. Mais puisque tu es là pour me poser toutes ces questions, je vais essayer de te répondre à ma façon, hein. Ça ne tient qu'à moi. Le critère important, je pense, est ton niveau de connivence avec la personne sur laquelle tu as fixé ton choix. Autrement dit, as-tu une profonde connexion intellectuelle avec celle-ci, au-delà de l'attirance physique indispensable à une bonne relation? Oui, il y a une bonne relation donc, qui se détermine par durable. Tu dois être complètement à l'aise et détendu avec la personne rencontrée. Il ne doit y avoir ni silence, ni gêne dans vos conversations et dans vos rapports. Nonobstant, écoute, prêtez attention, concertation, consentement, etc. Tout doit s'enchaîner naturellement dans votre relation. Votre complicité a alors de fortes chances de s'approfondir et de se renforcer. Si tu ne t'ennuies jamais avec elle, que les conversations et les loisirs s'enchaînent sans accroche, alors tu es sans doute avec la bonne personne. Voilà, c'est juste une théorie parmi tant d'autres. Mais en parlant, j'ai retenu une citation. Être en couple, ce n'est pas juste faire la paire, c'est un combat de chaque jour, fait de compromis, d'écoute, de respect, dans une relation de partage et d'échange. Qui tu admires et pourquoi? Les personnes que j'admire le plus sont celles qui ont un grand cœur, c'est-à-dire les personnes qui aiment aider et qui se préoccupent de tout le monde. J'ai de la chance que cette personne n'est autre que ma mère. Pour rien au monde, elle ne pouvait pas être mal avec personne, elle voulait toujours qu'on soit heureux. Cette personnalité que j'admire est ma mère parce qu'elle était une femme active qui avait beaucoup de travail tous les jours et aussi elle faisait passer le bien-être de tout le monde devant le sien. Quelle est la qualité principale? Quelle est ta qualité principale? Ma qualité principale, j'ignore. Je laisse aux personnes me juger ou me qualifier. Par contre, si je rêve d'une qualité, certes, j'aimerais la sensibilité, l'audace, la générosité et la tolérance. Comment tes amis pourront-ils te décrire? J'ai plutôt tendance, cher ami, à répondre comment je vais me comporter face à la société. Dans la vie en général, mais en particulier dans le domaine professionnel. Et pourquoi? Parce que c'est par voie hiérarchique d'une part, et c'est le milieu qu'on occupe les 3/4 de notre temps d'autre part. On a toujours tendance à critiquer, à en vouloir, voire haïr les gens autour qui vous enquiquinent à longueur de la journée. Je fais référence à ce que peuvent vivre d'autres personnes qui ont débuté dans leur carrière professionnelle. Soi-disant, tel ou tel collègue ou leur supérieur leur casse les bonbons ou ne veulent pas que du bien. Dans quelle humeur je vais aborder ma journée? Et tout cela est récurrent tout au long de leur vie. Ma réponse est simple. Il faut éviter de citer un à un tous nos ennemis à travers la société, car il y en aura toujours. La solution est de dialoguer, communiquer, trouver un compromis afin de pallier ces problèmes. Si cela persiste, comment faire? Eh bien, il faut éviter la personne, je pense. La mettre à distance, on lui faisait comprendre raisonnablement et intelligemment pour ne pas vous faire polluer votre vie. Cela paraît facile, mais la règle du jeu, selon moi, et d'après mon expérience et mon vécu, consiste à éviter les ennemis et par conséquent de fédérer un maximum d'amis. Il faut éviter de souvent se plaindre, c'est un combat de tous les jours, quoi. S'agissant de la perception de mes amis à mon égard, comme tu me poses la question, permets-moi de m'étaler un peu sur ce sujet. Cela ressort de mon aptitude et de ma philosophie comportementale. Déjà, est-il indispensable de s'entourer de beaucoup de gens? Ma foi, on peut se contenter juste de jouir de quelques groupes restreints.
Pas besoin d'en avoir des dizaines. Mais l'amitié joue un rôle très important dans le développement de chaque personne. De ce fait, choisir ses amis est indispensable. On ne peut pas passer de travers. Dans la vie, tout le monde a des amis et sait instinctivement comment se faire des amis et comment entretenir des relations amicales au quotidien. Mais d'autres, pour des raisons personnelles, plus timides ou plus isolés socialement, ou tout simplement déracinés après un déménagement, une rupture par exemple, se retrouvent seuls, sans entourage ou loin de leurs proches. Et s'ils n'ont pas cette facilité à aller vers les autres, il est alors compliqué de se faire des amis. Bref, avoir des amis et un cercle varié permet d'avoir une vie radicalement différente et infiniment plus riche que si vous restez tout seul dans votre coin. Comment se faire des amis et entretenir ces relations? Il y a plusieurs façons, hein. J'ai constitué mes amis par exemple à travers des clubs sportifs, associatifs, rencontres, vacances, loisirs, réseaux sociaux et diverses thématiques. Savoir davantage pour privilégier vos chances de rencontrer des gens. Prendre l'habitude d'aller vers les autres et d'échanger avec humour, légèreté et bonne humeur, juste pour le plaisir. Créer du lien social avec les gens pour que de simples connaissances deviennent progressivement de vrais amis. Le plus simple est de sortir en ayant un état d'esprit ouvert et amical. Montrez au monde que vous n'êtes pas agressif et de mauvaise compagnie. Et pour clore, il faut entretenir ses amitiés, garder un contact régulier via le téléphone, le mail, le MSN, etc., etc. Chaque ami et connaissance a ses propres rythmes pour entretenir une amitié. Certains seront heureux de vous voir une fois par mois, tandis que d'autres se demanderont si vous êtes mort quand ils n'ont pas de nouvelles chaque semaine. Un minimum de bon sens et d'écoute vous donneront une idée de ses besoins. Si tu fais le choix de l'amitié, tu ne risques pas de connaître les déceptions de l'amour, car elle est la chose que les hommes doivent sauvegarder plus que tout. Quelle est la citation qui t'inspire le plus? Tiens, j'en ai une. La motivation vous fait débuter, mais c'est l'habitude qui vous fait continuer. Intéressant. Quels sont les meilleurs conseils que t'on a donné, que t'on a donné? Voilà, pardon. Ouais. Oui, j'ai compris. Ils sont nombreux, hein. J'en ai retenu un. Arrête de tout prendre au sérieux. Vis comme tu veux, puisqu'il y aura toujours des gens pour te faire chier, quoi, tu vas. Partout où tu iras. Ignore ceux qui te causent du tort et tu avanceras plus sereinement. Un peu d'humour. Si tu étais président, quelle serait la première mesure que tu prendrais? Ah, quelle bonne question, astucieuse. Je ne le suis pas, hein. Je ne rêve pas et je ne serai jamais président, heureusement. Déjà, je n'ai pas les compétences et ensuite, je les plains, les pauvres. Bon, pour être un peu plus sérieux, pour être président, tu sais, ça ne se fait pas avec un claquement du doigt. C'est le résultat d'un militantisme d'au moins 15-20 ans. Un bon parcours politique, apprentissage dans la structure de l'État d'être ministre. Aussi, par rapport à mon statut, permets-moi de préciser que c'est relatif car ce serait différent aussi pour un pays en voie de développement et un pays développé. Si tu permets, comme une majorité de la population mondiale est touchée, je me focalise principalement sur des objectifs de développement durable fixés par l'ONU afin d'améliorer la situation des pays en voie de développement. La croissance économique est la priorité absolue. L'état de droit prime avant la démocratie. Cette stratégie a permis un équilibre pragmatique entre la croissance économique et la stabilité politique, tout en encourageant en même temps une économie de marché compétitive, mais aussi l'autorité. J'opte pour un parti unique qui favorise la croissance, la cohérence et la modernisation, s'agissant des pays en développement. Il est important de rappeler que le développement social précède logiquement le développement économique dont il est la condition première.
Sans entrer dans les détails, on aura une autre occasion de reparler, car c'est très long à développer quand on parle des mesures à prendre. Une priorité absolue à la lutte contre le changement climatique. Les énergies fossiles et nucléaires sont interdits à terme. 100% d'énergie renouvelable. Le pays va atteindre la neutralité carbone. Après, je mets l'accent notamment sur 7 domaines essentiels qui sont l'accès à l'eau, l'éducation, la santé, l'agriculture, l'alimentation, le développement économique et la protection des enfants. Cette approche globale de l'aide au développement qu'on peut désigner d'approche holistique qui se traduit par prendre en considération l'ensemble d'une situation plutôt qu'une seule partie. Dans le cadre de l'aide au développement, l'approche holistique considère tous les aspects liés au développement en aidant les familles sur différents fronts, l'accès à l'école, la création d'activités rémunératrices, la construction d'infrastructures pour l'hygiène, la santé, l'éducation, etc. La création d'activités en offrant aux adultes de formations aux techniques agricoles, en entrepreneuriat local, en gestion budgétaire et en accompagnant les plus jeunes dans leurs projets professionnels. Voilà en résumé, cher ami, mes pensées, quoi. Fais-tu de la politique ou du moins es-tu passionné? Comme tout citoyen, je suppose. Cette crise sanitaire et sociale impactant tout l'univers a rendu tout citoyen sensible et réactif. Cette épidémie que nous vivions, voilà maintenant 1 an et demi, sert aussi de révélateur sur la façon dont la société est organisée, socialement, économiquement et politiquement. Le pouvoir d'un homme ou d'un clan ne peut pas résoudre nos problèmes. Face à la complexité du monde et aux urgences sociales et environnementales, seule la saisine d'un grand nombre, local ou mondial, peut nous permettre d'inventer des solutions humaines pour reconstruire la société. Appartiens-tu à un parti politique? Tiens, si tu me permets, je faisais référence à l'amour auquel je t'ai évoqué auparavant. L'amour, la politique, la religion, c'est lié entre parenthèses. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est vital. Dans un couple, on va dire, je satisfais ma conjointe à 80, 90, 95% de notre vie. Tout est nickel. Mais finalement, rien n'est parfait et la tendance se détériore. Alors, je ne comprends pas. Je cherche d'explications. Je m'explique tout en déballant, en m'adressant à ma femme. Écoute ma chérie, je te sors voir des spectacles, aller au resto, acheter des cadeaux, voir des amis, faire du sport, etc., etc. Alors, elle fait sa réplique en me répondant « C'est ce que je te reproche, toi. Tu rentres toujours tard le soir ?» Alors, je lui ai répondu que tu me crois ou pas, je rentre du boulot pour te faire plaisir. Ta présence au niveau de ta famille nous manque, m'a-t-elle répliqué. Voilà, où est-ce que je veux en venir? Malgré les 80, 90, 95% de satisfaction que tu offres à ta femme, eh bien malheureusement, ce n'est pas cela qui compte. C'est plutôt les 5, 10, 20% des reproches qu'on t'inculque, que tu dois résoudre si tu veux sauvegarder ta vie de couple. C'est pareil en politique. Quel que soit l'homme au pouvoir, et qu'importe son taux de satisfaction de gouvernance, beaucoup moins que ce cité auparavant, plutôt 50, maximum 60 dans la tendance actuelle. Mon rôle dans la société est d'apporter mes idées, mes suggestions, mes revendications afin d'améliorer la vie du peuple. Par conséquent, je ne me situe guère ni au pouvoir ni à l'opposition, mais ma position se définit selon tel ou tel parti qui est au pouvoir, mais qui a adhéré le plus à mes évaluations, mes propos, mes idées, et de le mettre en œuvre. Excuse-moi Benjamin, tu m'interpelles. T'es bien divorcé? Oui, et si tu me permets, je fais le rapprochement. Tu sais, ça existe aussi les unions libres.
Si je fais cette comparaison entre l'amour et la politique, c'est pour affirmer ma neutralité en parti politique. Ce que je suis libre, j'excelle en électron libre, mais je fais mon devoir de citoyen, je milite. On ne meurt pas et on peut en tirer d'excellentes leçons de vie. En amour comme en politique, il est inutile d'avoir raison. Il suffit d'être convaincant. Et en politique, comme en amour, on pense toujours que la prochaine fois sera enfin la bonne. D'accord. Si tu dois apporter des conseils à ton pays, ça serait lesquels? Comme je te disais, les données sont relatives selon la situation de toutes les nations. Et cela s'aggrave en raison des perturbations liées à la pandémie Covid-19. Voilà maintenant plus d'un an et demi passé. Je me dirige toujours vers le pays les plus vulnérables, notamment mon pays d'origine, mais crois-moi, cette crise touche aussi majoritairement tout l'univers. Dans ces pays, tu sais, l'intensité de la récession a été principalement due à une forte baisse de recettes, d'exportation et des investissements privés. Tracer la voie de la reprise, un arrêt brutal de l'activité économique a entraîné une augmentation significative de l'extrême pauvreté, en particulier pour les populations vulnérables des zones urbaines, ce qui porte le taux de pauvreté à plus de 70%, son niveau le plus élevé depuis 2012. Les projections sont incertaines dans un contexte où une troisième vague de la pandémie ou d'autres chocs économiques et climatiques pourraient encore retarder la reprise sur le développement. Quel type de développement? C'est économique, social et qui fait référence à l'ensemble des mutations positives, techniques, démographiques, sociales et sanitaires. Nonobstant de toutes les idées innombrables, diverses et variées, je me base sur les trois piliers de développement durable qui sont la dimension environnementale, la dimension sociale et la dimension économique. Le développement est durable s'il est connu de manière à en assurer la pérennité du bénéfice pour les générations futures. Il doit être à la fois économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable. Le social doit être un objectif, l'économie un moyen et la dimension environnementale. Préserver, améliorer et valoriser l'environnement et les ressources naturelles sur le long terme en maintenant les grands équilibres écologiques, en réduisant les risques et en prévenant les impacts environnementaux. La dimension sociale, satisfaire les besoins humains et répondre à un objectif d'équité sociale en favorisant les participations de tous les groupes sociaux sur les questions de santé, logement, consommation, éducation, emploi, culture, sécurité, justice, alimentaire, etc. Développer la croissance et l'efficacité économique à travers des modes de production et de consommation durable. L'importance du développement durable finalise sur la lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère, la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, l'épanouissement de tous les êtres humains, une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. En conclusion, le droit au développement implique
le droit à l'amélioration et au progrès des conditions économiques, sociales, culturelles et politiques. Le développement économique étant à la disponibilité des emplois et la capacité des individus à s'assurer un revenu leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Le développement social et économique est dépendant de l'un, de l'autre, pour une réalisation efficiente. Dis-moi, en te regardant et en t'écoutant depuis le début, tu as vraiment la pêche. Tu peux donner des recettes? Tu trouves? Ah ben si tu le dis, merci. Hein. Enfin, demande à mes parents qui se trouvent là-haut et qui, j'espère, nous regardent. Écoute, comme tous ceux de mon âge, j'ai quelques bobos de partout. Hein. Mais il faut faire attention à avoir une bonne hygiène de vie. Il y a 36 façons de maintenir sa forme. Chaque personne a son mode de vie. Me concernant, c'est simple. Je vais t'énumérer ce que j'essaie d'exceller quotidiennement, tout naturel et sans calcul. Je ne sais pas. En premier lieu, c'est par le plus dur, limiter l'alcool et le tabac. Bon, l'alcool, pas de problème, quoi, tu vois. Ça passe. Mais le tabac, c'est plus dur. Il serait temps que j'arrête. Mais ça vient progressivement. Faire mes 12 km de vélo, suivi de quelques exercices. Je fais un peu d'haltère, quoi, tu vois, avec les deux bras. Ça dure un peu 45 minutes, tout ça. Marcher et prendre un bol d'air. Mieux s'alimenter avec des heures précises. C'est important aussi, ça. L'alimentation est au cœur même de l'hygiène de vie. Mieux dormir, quoi, tu vois. Un adulte devait dormir en moyenne 7-8 heures par nuit. Boire beaucoup d'eau, plate ou gazeuse. Votre organisme est composé d'environ de 60% d'eau. Il est important de boire 1,5 litre d'eau par jour. Pratiquez la relaxation. Le stress et l'anxiété influencent beaucoup le rythme cardiaque. L'envie de grignoter et perturbe le sommeil. Pour les combattre, je te conseille de pratiquer des exercices de respiration et de la sophrologie. Avoir une vie sociale, il faut entretenir une vie sociale riche, que ce soit avec tes amis ou votre famille. Parler, souriez, riez, danser et pourquoi pas chanter, quoi. Prendre le temps, il faut profiter des choses les plus simples de la vie. Prenez un bain, regardez un film, lisez un bon bouquin, un bon livre, chantez, quoi. Tout cela fait partie de mon rythme quotidien. Mes moralités, la santé que nous confère l'hygiène de vie, c'est la frontière entre la vie et la mort. On va aborder un autre sujet d'actualité, grave et durable si tu veux bien. Il s'agit du Covid-19. Peux-tu me révéler ton point de vue? Oui, en effet, hein, c'est le sujet d'actualité, c'est un sujet grave, compliqué et durable, comme tu dis. En toute modestie, je ne suis ni médecin, ni scientifique pour arbitrer ou juger. Et quand on constate la polémique à la base entre le microbiologiste et divers domaines dans la santé, tels que l'infectologie, l'épidémiologie, la virologie, les chefs de service de réanimation, j'en passe et des meilleurs. Tout cela pour dire que depuis le début de la crise, ils peuplent des plateaux télé, ces chaînes infos, et s'invitent dans toutes les conversations. Ce sont tous ces experts médicaux, scientifiques, qui viennent répondre à des questions sur le coronavirus. Il appartient toujours aux politiques de trancher les conséquences du débat scientifique. Face à la crise du coronavirus, l'exécutif utilise l'argument scientifique pour justifier ses décisions politiques, les mesures à prendre. Une stratégie risquée quand les scientifiques eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. À titre d'exemple, beaucoup de scientifiques vous disent que la Terre est ronde
durant la Renaissance. Quelques-uns vous disent que la Terre est plate. Et vous jugez, au vu d'un consensus relatif, que la Terre est ronde. Idem aujourd'hui pour le réchauffement climatique ou le coronavirus. Ce sont les scientifiques eux-mêmes qui évaluent et actent le consensus suffisant. Intéressant. Dernière question, Benjamin, sur ce thème. Que faire en cas de suspicion de Covid-19 ? Excusez-moi, c'est mon téléphone. Dès la présence des signes d'une possible infection Covid-19, toux, essoufflement, fièvre, de carence gustative ou odorat, etc., il est recommandé en toute urgence de passer des tests d'autotest PCR antigéniques auprès des pharmacies, laboratoires, etc. Maintenant, ça se passe sans rendez-vous et le résultat est immédiat. Voilà, chers amis, comme j'ai évoqué auparavant, même les décisions du pouvoir exécutif peuvent faire l'objet d'une contestation, d'une remise en cause quant à leur opportunité. Pour ma part, j'estime qu'il est de mon ressort, de mon devoir de citoyen, de rappeler toutes ces mesures barrières, car la cause de la recrudescence de cette pandémie résulte de la négligence de notre vie quotidienne. Ok. On arrive au terme de cette interview. J'ai envie de te poser une question un peu taboue sur la religion. Es-tu croyant et pratiquant ? Voilà, je reviens toujours tout à l'heure en me posant la question sur l'amour, la politique et maintenant la religion. Eh bien, ma réponse reste toujours dans ma logique, dans ma neutralité et ma cohérence. Je suis croyant, mais pas pratiquant, tu vois. Enfin, pour être sérieux et éviter le débat, j'ai été éduqué depuis mon enfance dans la pratique de religion. C'est ma raison d'être, c'est-à-dire aller à l'église toutes les semaines. Néanmoins, les statistiques montrent une chute importante de ceux qui ne pratiquent plus. Enfin, afin de pallier cela, d'éviter de prendre une décision hâtive et voire même tomber dans la dérive, ma philosophie est de comprendre ce que dit la Bible afin de juger quoi que ce soit. Je confirme donc mon statut de croyant, peut-être sous une autre forme. En quoi cela consiste ? Il est basé sur 3 facteurs. Le support social, l'adhésion religieuse n'est pas un phénomène de croyance individuelle, mais implique aussi l'intégration à des groupes de croyants et pratiquants qui apportent un soutien psychologique social. Un sens à la vie, le bonheur et le bien-être augmentent quand notre vie possède un sens, une finalité et une raison d'être. Les expériences émotionnelles, elles apportent à l'individu un vif sentiment de plaisir et de valeur personnelle. J'ai retenu, une situation sur la croyance dans un bouquin sur Barack Obama que mes enfants m'ont offert à Noël et qui s'intitule « Une terre promise » et qui dit « L'espoir face à la difficulté, l'espoir dans un contexte d'incertitude, l'audace de l'espoir. Cette croyance dans les choses ne se voit pas. Cette croyance en des jours meilleurs. » Ouf. Crains-tu la mort ? Je crains surtout de souffrir d'une maladie irréversible. Ceci dit, avoir peur de la mort est une angoisse assez saine et légitime. Cette peur permet de rester prudent dans son quotidien et de se fixer ses limites, sans quoi on se mettrait tout le temps en danger. La peur excessive, intense et durable de la mort provoque une
anxiété incontrôlable, irrationnelle de la mort, que ce soit celle de ses proches ou de la sienne. Elle provoque des perturbations dans la vie de la personne concernée, sociale, professionnelle, familiale, psychique et physique, comme par exemple une impossibilité de laisser ses enfants seuls, une incapacité de prendre certains types de transports, une impossibilité de partir en voyage ou de faire certaines activités. C'est aussi la peur de ne plus exister. Mais alors, tu vas me demander quelle solution pour vaincre sa peur de la mort. Mais bien sûr, il y a un travail thérapeutique. Sophrologie, acupuncture, kinologie, hypnose, la thérapie existentielle, etc. Le plus rassurant pour moi, en dehors de toutes ces pratiques et selon mes croyances, le principe est de me tourner vers ma foi, une spiritualité qui peut aussi m'aider à me libérer de ces angoisses, me projeter sur l'au-delà avec plus de sagesse et de quiétude et de mieux aimer la vie, y compris dans sa finitude. Eh ben dis donc, quel témoignage. Quel est ton mot de la fin? Bah écoute, je me suis donc livré lors de cette interview à une introspection plus personnelle. J'ai développé les principes de tolérance, de philosophie humaniste et de sagesse morale, de l'amitié, mais aussi de mon amour de la vie, entre jouissance et liberté. À tout à chacun de peser le pour et le contre. J'espère qu'elle a suscité une référence en matière vitale et de réflexion. Il n'est rien de si beau et légitime que de faire bien l'homme. Ne regrettez jamais d'avoir été si bon envers les mauvaises personnes. Merci de votre attention et de votre profond respect. Merci pour toi, Benjamin. C'était super. Vraiment merci. Merci.